Cube Radio. Hey Richard, tu sais que là, je suis en train d'ouvrir une petite bouteille, là, un petit chardonnay de rien du tout, mais un de nos deux invités aujourd'hui m'a promis qu'il apportait une bouteille de Meursault. C'est un amateur de grand vin. En même temps, il y a les moyens. Luc Dionne, avec toutes les séries qu'il a écrites. On l'invite à chaque podcast. Oui, ben c'est parce qu'en plus, j'ai dit, Luc, viens-t'en, on va faire un balado, ça va être chouette et tout. Puis là, il m'a dit, parfait, j'apporte une bouteille, un grand cru. Puis après qu'il m'ait dit ça, je lui ai dit, je veux juste te dire, on va manger du poulet dans une boîte en carton. Puis là, j'ai senti au bout de la ligne qu'il trouvait ça un petit peu moins drôle, mais bon, c'est pas grave. C'est super rigolo. C'est pas dans le film Sideways? Oui. Sur le monde du vin? On en a parlé. Où à la fin, le gars, il boit une super grande bouteille. Un cheval blanc. Avec un hamburger. Avec un hamburger dans un diner, oui. Il sort ça, puis il le boit dans un verre en plastique parce qu'il cache sa bouteille de vin dans son sac. Et on a parlé de ça avec Luc Dionne, de cette scène-là fameuse, vraiment célèbre dans Sideways. Alors, il va être question, bien sûr, beaucoup de... Attends, mais on n'a pas dit c'était qui le deuxième invité? Ben, je le dis, là. Ah, OK. Tu sais comment je suis? Je vais toujours tout contrôler, Richard. T'es une Germaine. Faut le dire. Comment ça se fait qu'on a survécu à la pandémie? En tout cas, vas-y, parle. Alors, Félix Séguin et Luc Dionne, écoute, ça, là, vraiment, c'est une des grandes rencontres. Là. Ça, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'asseoir avec nous. Oiseau. Et Luc Dionne, Félix Séguin, deux personnes à qui les autorités policières se confient beaucoup. Ah oui? Mais deux personnes aussi qui ont certainement eu dans leur vie des relations avec des bandits. Sûrement. Parce qu'ils parlent aux gens des deux côtés. Ben oui. Et est-ce qu'on peut être ami avec des bandits? Ben, excellente question, parce que Luc Dionne, il a quand même écrit Omerta. Et Omerta, c'est sûr qu'il a parlé à du monde dans le milieu interlap. Ça se dit-tu encore, ça, interlap? Parce que tu as vu La Preuve? Ben oui. Le documentaire de Félix Séguin, incroyable, super bon. Et là-dedans, ben, il y a deux Hells Angels qui témoignent puis qui sont, ma foi, fort sympathiques. Oui, ils ont l'air le fun. Tu te dis, ils ont l'air cool, ces gens-là, mais en même temps, c'est des bandits, là. Dans ce documentaire-là, en effet, il parle, puis là, il y en a un qui est particulièrement sympathique. Il parle de sa femme, il parle de ses enfants. Quand ton papa, sa job dans la vie, c'est d'être un Hells Angels et qu'il se cache pas. Tu sais, t'arrives à l'école, « Hey, toi, ton père, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, moi, mon père, il est bûcheron. Toi, ton père, ah, moi, il est Hells Angels, il pète des jambes. Il y a un moment donné... il importe de la coke. Il y a un moment donné avec tes enfants, il faut que tu aies de talk. Le talk. Comme dans Les Sopranos. Ça fait 19 ans de douche. Je suis capable de finir tes phrases. Dans Les Sopranos, à un moment donné, il y a de talk. De talk. Avec ses enfants, surtout avec sa fille qui est un peu plus vieille. Ouais. Tu sais, quand il fait le tour des universités pour savoir dans quelle université elle va aller. Et là, il se promène avec elle et lui parle dans l'auto, justement, de la job qu'il fait. Puis il dit, je suis un businessman et tout ce que je fais, c'est que j'offre des produits qui sont illégaux parce que le gouvernement, de façon arbitraire, a décidé que c'était illégal, mais les gens veulent ces produits-là. Moi, tout ce que je fais, c'est leur donner ce qu'ils veulent. C'est un assassin, Tony Soprano. Ça fait je sais pas combien de fois qu'on a cette discussion-là. Je sais que tu le trouves bien sympathique, James Gandolfini, Dieu ait son âme, mais il reste quand même que Tony Soprano, c'est un méchant. Un truc que je veux savoir aussi absolument, c'est que dans District 31, il y a un personnage qui est extrêmement important, qui est le personnage de Brière, le journaliste, qui est toujours au courant de tout, qui a toujours le nez fourré, excusez-moi l'expression, dans les affaires du District 31. Et moi, je veux savoir, est-ce que, en partie ou en totalité, le personnage de Brière est inspiré de Félix Séguin? Ça doit être Claude Poirier, non? Je pense que c'est un mélange de Claude Poirier, Félix Séguin, puis une couple de personnes, mettons, à Radio-Canada, à la presse, puis tout ça. C'est un amalgame. T'es toujours en train de manger avant que les invités arrivent. J'ai commencé à manger mon poulet. Attends, oui, mais arrête, parce que Luc Dionne et Félix Séguin s'en viennent. Arrête de manger ta salade de choux crémeuse.
On a fait toute une introduction, Richard et moi, en disant c'est un peu gênant, on boit un petit chardonnay de rien du tout, mais c'est juste pour se mettre en appétit pour la bonne bouteille de Meursault que Luc va nous apporter. Puis là, tu l'as laissé dans le char. Ben oui. Bravo, champion. Mais excuse. Ben non, c'est pas grave, Luc, on est tellement content de t'avoir. Puis en plus, c'est quand il a su que c'était rien du Saint-Hubert qu'on mangeait, il a dit fuck off. c'est ça, il a changé d'avis d'après Il a dit moi. fuck off, j'apporterai pas quand même un Meursault. Pas du tout. Fait que c'est ça, Luc, moi je te soupçonne Oui. que quand t'as su qu'on mangeait en effet dans une boîte de carton, tu t'es dit moi je gaspille pas une de mes meilleures bouteilles pour une gang qui est pas foutue de me recevoir avec autre chose qu'une boîte en carton. Non, parce qu'on va peut-être faire un part 2 à un moment donné, mais on va faire ça chez vous. J'ai tout avantage à être gentil. Ben si oui. je veux être reçu par le couple du Rocher-Martineau. Là, Je peux juste dire le couple du Rocher, parce que Richard, quand je parle de lui à la radio, je l'appelle Monsieur du Rocher. Monsieur, ah oui? Ben Ah oui? ouais. Ben là, on a passé notre temps, nous, notre vie, les femmes, à porter le nom de notre mari. Fait que il est temps que... OK, la question que je me posais, vous deux, là, vous êtes très connus des policiers, les policiers vous connaissent. Toi, tu leur parles régulièrement pour ta job, toi aussi, puis écoute ton show, Luc. Quand vous faites pincer pour, mettons, vitesse au volant, est-ce qu'ils vous donnent des contraventions ou ils vous laissent passer? Il me donne des contraventions. Moi, je suis pas connu comme Félix. Non, moi, il me donne des contraventions, puis je les paye, puis... mais j'en ai pas souvent, ça m'est pas... Je n'ai eu une l'année passée. J'ai pas fait un stop pas loin de chez moi, puis le policier m'a arrêté, puis il m'a dit... Quelqu'un que je connaissais, il dit « Luc, t'as pas vu le stop? » Je lui ai dit « Oh, le stop, je l'ai vu, c'est toi, j'ai pas vu. » Moi, je me suis trouvé bien drôle. Il a pas aimé ça, il m'a donné une étiquette. Ah, je trouve ça tellement Quelqu'un que drôle. je connaissais, là. Quelqu'un que je connaissais. Félix, c'est arrivé pour moi qu'ils bien m'ont répondu. laissé. Ah, M. Martineau, là, les gens, puis faites attention, puis là, ils m'ont laissé Moi, passer. ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça, on peut le dire, parce que le choix de donner une contravention ou non, c'est de l'arbitraire, tu sais. Ben Pour oui. une police, il n'est pas obligé de la donner. Fait que, tu sais, s'il décide de pas te la donner, comme ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. La dernière fois, c'est cet hiver. Je revenais de Saint-Jérôme. Raconte. Puis, comme vous savez, moi, j'aime les chars. Puis, je me suis acheté un nouveau char qui roule vite. Et puis, j'étais un peu à la Porte du Nord. Un peu vers Saint-Sauveur. Ils sont toujours là. C'est ça. Puis, je me fais coller. C'est là que t'habites. Puis là, j'étais à 140. Puis là, je me suis dit, ben oui, on suivait le trafic. Puis, évidemment, je ne suivais pas de trafic. Mais l'agent qui était là, il dit, en tout cas, moi, j'ai bien aimé votre dernier documentaire. Là, je sais pas, on va vous donner un petit break. Fait que, tu sais, ça arrive, mais ça arrive, je les ai aussi. J'en ai eu une solide pour cellulaire au volant. Ah, ça, Mais t'étais là, c'est t'étais pour le gratiné, ça. travail. Ah non, mais c'est pire que ça. C'était pour le travail. J'ai été con, ben, j'étais dans un camion de TVA. Puis j'avais pas de Bluetooth. C'est une vieille vanne à 250 000 kilos. Puis l'agent me prend. C'est un agent qui est en formation. Fait qu'il a son sergent avec lui. Puis il y a un autre observateur. Là. Il a comme pas le choix, là. Fait que là, il n'y a pas le choix de Comme la on dit au donner. baseball, il y avait 3 strikes contre toi. Il n'y avait pas le choix de me la donner. Puis là, on dirait que le sergent est en arrière. Puis là, je dis, écoute, j'ai dit là, tu peux pas me la donner parce que ça va être ma deuxième. Puis là, mon permis va être révoqué pendant 3 jours. Ça me tente pas pantoute. Son sergent, il était là en arrière, puis on dirait qu'il disait, non, je veux pas que ça arrive. Mais bref, c'est arrivé, le char de TVA est parti sur la flotte. Puis vraiment, j'avais l'air d'un imbécile. Je me souviendrai toujours quand j'étais attaché politique. Peut-être que je me trompe de ministre, je suis pas mal sûr. C'est Marc-Yvan Côté qui était... Ministre des Transports. qui était au transport. Puis à cette époque-là, il y a des gens qui parlaient, ils voulaient faire une police juste de billets. Hein? Puis une police, les gars de la Sûreté du Québec, passaient des heures sur une autoroute à donner des billets, d'autres choses à faire. Fait que ça se parlait de former une police uniquement pour donner des billets, puis pour des contraventions pour excès de vitesse, tout ça. Puis le ministre, je pense que c'est Marc-Yvan Côté, il avait fait une déclaration publique en disant, ben là, les policiers de la Sûreté du Québec sont payés pour ça qui en donnent des tickets. Tu sais qu'un chauffeur de ministre, là, ça va vite. Le chauffeur de ministre, là, tu sais, souvent le ministre, il est à Montréal, il embarque dans la voiture, puis il est 1 heure, puis il dit là, faudrait que je sois là à 2h30, là. À l'Assemblée nationale, là, Pèse sur le champignon. Fait que c'était le running gag. Les gars, ils arrêtaient le chauffeur des ministres,
C'est reconnaissable, la limousine de chauffeur. On dit une limousine, c'est pas une limousine, c'est une voiture sédan, là, mais on appelait ça des limousines de ministre. Puis les policiers arrivaient, puis ils disaient au ministre en arrière, vous voulez qu'on donne l'étiquette? On va en donner. Excellent! As-tu mis ça dans Bunker le cirque? Non, j'aurais pu le mettre. Mais t'aurais pu. J'aurais pu le mettre. Puis ça devenait problématique parce que l'étiquette, les points de mérite, c'est le chauffeur qui les paye, là. Si les chauffeurs disaient, je veux pas prendre mon permis parce que le ministre, en arrière, il s'est pas organisé sa journée, puis faut que je roule à 160 km/h, il y a des limites, tu sais. Mais je suis contente que tu en parles de l'époque où tu étais attaché politique parce qu'on l'oublie dans ta vaste carrière, mais tu as vraiment eu une autre. T'es comme un chat quasiment. T'as eu, je sais pas si on est rendu à 9 vies, mais t'as eu quand même. Bon, toujours la même. Des vies. Je fais des affaires différentes, mais toujours la même vie. Ouais. Est-ce que tu t'ennuies de cette époque-là quand tu étais attaché politique? Trouvais-tu ça le fun? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui était le fun? Moi, j'ai été attaché politique à l'âge de 24 ans. Fait qu'à 24 ans, tu comprends comment fonctionne la machine, t'apprends, tu sais. Mais oui. Tu découvres tout ça. C'était à l'époque c'était le retour de Robert Bourassa, fait que, il y avait tout le débat sur la loi 101, la loi 56. Mais c'était pendant cette époque-là. Je suis sur mon parti libéral, avec Mario qui a quitté le rapport d'Alain, toutes ces affaires-là. C'était, il y avait une certaine effervescence, puis c'était à l'époque où les ministres prenaient des décisions, puis ils se cachaient pas derrière le fait que, ben là, je peux pas me mêler de ça, puis c'est pas de mes affaires, puis pourquoi je m'en mêlerais, puis c'est pas à moi à faire ça, puis ça bougeait, puis il y avait toutes sortes de trucs qui se passaient, puis mais bon, je m'ennuie de ça, je suis pas malheureux dans le job que je fais, mais au contraire, tu sais. Mais c'était une belle époque pour toi. Ouais, c'est ça. T'sais, aujourd'hui, les débats politiques me demandent. Il y en a pas. De toute façon, on est en pandémie, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se... Les choses qui se font, c'est pas ce que je veux dire. Là, mais il n'y a pas grand débat. Mais il n'y a pas la même fébrilité qu'il y avait à cette époque-là. Non. C'est de savoir, on porte un masque, on porte pas un masque, puis c'est ça qui fait le débat, puis moi, je veux pas en porter. Non, mais c'était comme, hey, Bourassa, vas-tu faire l'indépendance? Il y avait quelque chose... Toi, t'as tout le temps couvert les affaires judiciaires, toi, ou non, t'as fait autre chose avant? Non, parce que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les affaires criminelles, tu sais, policières, et la politique dans cet ordre-là. Oui. Et même parfois, bon, parce que, tu vois, ma blonde, exemple... Est-ce qu'un amène à l'autre? C'est ça la question. C'est toujours ça la question. Moi, la réponse à ça, c'est un oui évident. C'est un pas amène à l'autre, mais, tu sais, est-ce que l'un va avec l'autre? C'est toujours certainement. Puis moi, quand j'ai commencé à faire de la radio à Hearst, dans le nord de l'Ontario, mais loin. Je touche aux affaires politiques, puis après ça, Radio-Canada à Ottawa aussi. J'aimais beaucoup, et j'aime encore beaucoup, la politique. Je pense que... Puis comme quand je regarde ce que, mettons, Luc fait, où il garde une sensibilité politique dans à peu près beaucoup de ses approches, tu sais, parce que la police, c'est de la politique. De toute façon aussi, entre autres. Moi, j'essaie franchement de copier ça, là, tu sais, de copier cette sensibilité-là dans l'approche d'un sujet, parce qu'il y a toujours un peu de politique dedans, voire même beaucoup. Les deux, professionnellement, vous avez été amenés à, ce qu'on peut dire fréquenter, mais jaser avec... Côtoyer des gens du milieu criminel. OK? Qui vous parlait, toi, mettons, c'est des sources, toi, c'est que, je sais pas, à auteur de fiction, il faut que tu parles des deux côtés. Il y a la fameuse scène du parrain, parce que tout ce qui se passe dans le monde s'explique par le parrain. C'est bon. La fameuse scène où Kay Parker, qui est Diane Keaton, elle apprend que Michael, son père, est dans la mafia. Puis elle dit, ça n'a pas de bon sens ce que ton père fait. Puis il dit, voyons donc, il dit, c'est un homme d'affaires. Puis il dit, bon, il vend un produit que les gens veulent, puis il est comme n'importe quel homme de pouvoir, tu sais. Elle dit, oui, mais il y a des meurtres là-dedans. Tu sais, il dit, n'importe quel homme de pouvoir. Tu penses pas qu'un politicien, des fois, il n'envoie pas des gens se faire tuer ou des gens dans l'entreprise. Puis elle dit, mon Dieu, que t'es naïf, Michael. Puis il regarde et dit, non, c'est toi qui es très naïf. C'est toi qui es très naïf. Une scène incroyable en disant... Ouais, c'est vrai que c'est une belle scène. C'est des businessmen comme d'autres, puis
Lui, il arrive de la guerre du Vietnam, fait qu'il dit, regarde, mon président des États-Unis m'a envoyé tuer des gens. M'a envoyé tuer des gens au front. Comme un capot envoie... Comme les capots, exactement. Fait qu'il dit, who's being naive, Kay? Cette phrase-là, qu'est-ce que vous pensez de cette scène-là, de cette phrase-là? Ben, ça justifie bien des affaires, tu sais. C'est une belle phrase qui justifie un paquet de trucs, tu sais, mais... Mais toi, tu l'achètes pas, cet argument-là, de dire c'est une business comme une autre? Non, c'est une business comme une autre. Mais c'est une business qui a ses risques, puis qui a ses règles, puis c'est bien rare que tu t'en sors... avec tes deux jambes? Ouais, tu sais, il y en a qui meurent de leur belle mort, là, puis... Tu sais, le fait de faire de la prison, il y a une expression anglophone qui résume très bien. Je le dis à ta place. If you can't do the time, don't do the crime. Non, oui, non, ben celle-là aussi. Moi, j'adore. Mais il y a déjà un Américain qui m'avait dit, un criminel qui m'avait dit que faire de la prison dans son métier, c'était il appelait ça du occupational hazards. Non, les risques du métier. Ben, ça faisait partie du métier. Tu sais que si t'es chanceux, tu vas faire 2 ans. Si t'es moins chanceux, tu peux en faire 25, puis tu peux finir ta main en prison aussi. Tu sais, ça... C'est comme un effet secondaire de... Fait qu'eux autres qui se disent, mettons, moi, tout ce que je fais, c'est j'offre un produit. Ça donne que le produit que j'offre, le gouvernement, pour toutes sortes de raisons arbitraires, ont décidé que c'était illégal. Mais ça peut shifter. On le levait avec le pot. Ouais. C'était illégal, c'est devenu légal. Le jeu, c'est légal, mais quand c'est l'État qui s'en mêle, c'est légal. Tout ça shift. En disant, moi, tout ce que je fais, je suis un homme d'affaires. Puis je leur donne ce qu'ils veulent. Ce que tu dis là, c'est comme disent les Américains justement, you're on the button, parce que les mafieux ou les criminels se le disent. Tu l'as entendu sûrement, Luc, à plus d'une reprise. Moi, je l'ai entendu souvent aussi. Et justement, en lien avec cette scène-là du parrain, ce qu'il dit à ce moment-là à sa blonde, on a entendu. Moi, j'ai entendu le dernier interrogatoire, j'ai vu le dernier interrogatoire de Léo Rizzuto, quand il est arrêté dans l'enquête Magot-Mastiff à la Sûreté du Québec. C'est toujours des noms Soit dit d'enquête. en passant, les procédures ont été stoppées dans son dossier. Donc, il a été accusé, mais il a été reconnu coupable de rien, procédure stoppée. Bref, il le dit, ça, dans d'autres mots, mais ce qu'il dit, c'est essentiellement la même chose. Il dit à l'enquêteur qui est là, qui s'appelle Cédric Aubu, il dit, you know what, my friend Cédric? Look around you. It is what it is. It is what it is. J'adore ça. Donc, tu sais, parce qu'il se faisait questionner sur sa business, puis il se faisait questionner sur, tu sais, t'étais pas obligé de reprendre le collier de ton père, le flambeau, etc. You know what? It is what it is. Autrement dit, moi, puis ça, c'est une phrase que quand je me fais sortir cette ligne-là, je l'aime assez, tu sais. Ça veut tout dire, ça veut rien dire en même temps. It is what it is. Non, it is what it is. C'est la phrase qui est utilisée dans le dernier Scorsese beaucoup, là. Oui. Ben oui, tout le temps. Oui. It is what it is. It is what it is. Mais tu sais, tu donnais l'exemple de quand, tu sais, le pot est devenu légal, mais regarde, une des plus grandes fortunes du Canada anglais, c'est Seagrams, c'est les Bronfman. Ben, tu sais, ils ont fait leur fortune au moment de la prohibition. Donc, au moment de la prohibition, eux vendaient de l'alcool. Qui était illégal. C'était illégal. Puis après, c'est devenu respectable de vendre de l'alcool. Puis ils s'en sont mis plein les poches. Mais c'est où la frontière? Un jour, le lundi, t'es un criminel. Puis le mardi, t'es un homme respectable, un multimillionnaire qui siège sur toutes sortes de CA, de fondations, puis tout ça, là. La chose dont on ne parle jamais, des enquêteurs qui m'avaient dit, Luc, on le dit pas trop fort parce qu'on peut pas le chiffrer, parce qu'on n'est pas partout, là, mais on parle d'un trafic de stupéfiants qui frise le milliard de dollars. Là, le milliard? Tu veux dire à Montréal? Dans la grande région montréalaise. Oui, moi, je suis assez convaincu. Enlève cet argent-là de l'économie légale. Enlève tout l'argent. Juste pour finir mon idée, là, quand on parle de ça, là, c'est un enfant simonac du monde qui gèle la bête. Ben, c'est ça. Et eux autres, on parle jamais d'eux autres. Mm-hmm. Tu sais, les gens en vendent parce qu'il y a des gens qui en consomment, tu sais. Je fumais un joint de pote à l'époque, il y a rien là, on était jeunes, on faisait ça. Tu sais, quand t'es rendu dans la poudre, puis dans le chimique, puis dans ce qu'on appelle les narcotiques classe A, là,
Ça va pas bien dans ta tête quand t'es rendu là-dessus 24 heures par jour, tu sais. Puis eux autres, on parle pas de ça. On les ramasse en rue, puis on les ramasse partout, tu sais. Ou dans le cas de la ça a des coke. conséquences, Ouais. tu sais. Ou dans le cas de la coke, c'est des gens qui font des parties à Westmount ou à Outremont. Puis, tu sais, on pointe du doigt les gens qui la vendent, la coke, mais qui font partie de ce processus criminel-là. Il y a les gens qui le consomment. Ben, Vous avez raison. enlève de l'économie légale tout l'argent qui provient du crime organisé, l'économie tombe à terre. Tu sais, il y a deux trucs sur ce que Luc dit sur les gens qui consomment, puis les gens que ça affecte, puis les gens qu'on trouve dans la rue, puis les gens qu'on... Il n'y a jamais personne ici, parce qu'effectivement, l'ampleur du trafic, moi, je suis assez convaincu que le chiffre que tu t'es fait dire, ça ressemble à une réalité, parce que c'est... Il y a de la coke qui arrive chez nous, qui s'en retourne aux États-Unis après, là, tu sais, on est moins gros qu'on est, mais bon. Anyway. On est compétent dans certaines affaires, en tout cas. Tout ça dit, il y a jamais personne ici au Québec, je trouve, qui a assez considéré la consommation comme un problème de santé publique. Voilà, c'est ça. Et tout est là-dedans. Puis, donc, t'es d'accord avec ça, Luc? Non, absolument, absolument. Il y a ça, absolument. Puis maintenant, il y a le problème de, tu sais, 1 milliard, ça fait du monde qui se gèle la bête pas mal, mais ça fait du monde qui ont de l'argent à blanchir aussi. Ben oui. Fait que là, moi, c'est mon autre question. Maintenant que ça c'est dit, c'est qui les legitimate business qui ont des business légitimes à Montréal, qui n'ont pas été des grandes business, qui n'ont pas été approchés un jour ou l'autre, tu sais, pour passer. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais Luc, t'as 1 milliard à blanchir. Fait que, tu sais, non, mais prends la façon que tu veux. Là, mais c'est un cliché, mais on a dit pendant longtemps, le milieu de la restauration, c'était beaucoup des gens du blanchiment d'argent. Il n'y a pas assez de restaurants à Montréal pour blanchir ça. Ça te prend puis il n'y a pas assez de casinos non plus pour blanchir tout ça. Là, fait que... Non, mais c'est la construction, c'est toutes sortes d'autres affaires. Mais Richard pose une bonne question. Si demain matin, on arrête tous les bandits puis on les met en prison puis qu'il n'y a plus de trafic de drogue, il n'y a plus de prostitution, il n'y a plus de rien de tout ça, ben c'est 1 milliard de dollars qui est plus investi dans l'économie locale aussi. Donc, c'est les vendeurs de Lamborghini, c'est les gens qui construisent des Monster House, c'est les gens qui vendent des vêtements de la mode haut de gamme. Ils n'ont plus de clients, là. Ouais, c'est une infime partie de la population, là, tu sais, 80% des cas qu'on retrouve en prison, c'est des crimes reliés au trafic de stupéfiants. 80%. Ça coûte cher, ça. Mm-hmm. Puis la drogue, c'est une business hyper profitable, pas juste pour les criminels qui l'importent et qui la vendent, pour tous ceux qui gèrent tout ce qu'il y a à côté, là. Les avocats de la défense sont là-dedans, tu sais. T'enlèves tout ce qui a rapport au trafic de stupéfiants, là. Il y a un paquet d'avocats qui se tournent les poches chez eux, là, puis qui travaillent pas, tu sais. Fait que t'as tout ça, tu sais. C'est pour ça que l'argument dit, tu légalises tous les drogues, c'est sûr que moralement, c'est inacceptable, puis bon, éthiquement, puis la société, on n'est pas rendu là, mais regarde ce que ça coûte. Regarde ce que tu fais. Ça amène de ça, ce que tu dis, c'est hyper, c'est l'exemple, en tout cas, en partie du Portugal, où c'est dépénalisé, non décriminalisé, puis l'héros, puis toutes les drogues, là, tu sais, mais ce que tu dis est intéressant, parce que, au fond, qu'est-ce que ça t'amène comme société, dans ce sens large, là, quand tu saisis des kilos de coke, t'envoies le gars en prison, tu saisis le profit du crime, pour investir, pour aller chercher d'autres kilos de coke, puis d'autres kilos de coke. Puis là, la prochaine saisie, puis il n'y a pas un mécanisme au Québec qui fait en sorte que c'est l'argent provenant des fruits de la criminalité peut être saisi pour être réinvesti dans des programmes de prévention du monde qui se dope. Félix, ça n'existe pas. Et Félix, comme tout l'argent qu'on a dépensé dans la lutte contre la drogue, depuis les années que ça dure, moi, je suis pas un gars, je suis absolument pas dans la dope, j'en prends pas, j'en consomme pas parce que je suis meilleur que tout le monde, ça me fait pas. Même fumer un joint, physiquement, je suis pas capable, ça me fait pas, je deviens trop parano. Veux-tu un autre verre de vin blanc, Richard? Ouais. Mais par contre, moi, qui est loin de ce milieu-là, donne-moi 1 heure, puis je pourrais avoir trouvé facilement de la coke, puis n'importe quel maudit drogue, parce que je connais quelqu'un qui a un numéro de téléphone qui livre à la maison. Fait que là, tout l'argent qu'on a mis là-dedans, ça a strictement rien donné.
Mais c'est l'hypocrisie de tout ça, de faire semblant que ça n'existe pas. De trouver de la dope. Ben ça, c'est clair, tu sais. Puis, il y a un autre argument qui dit un vrai criminel endurci, là, un vrai de vrai, là, un tough, là. Si t'enlèves la vente de stupéfiants, là, il va faire d'autres choses, là. Ah oui. Du kidnapping, du vol, tu sais, le gars qui veut pas se lever, moi, ça serait toujours la phrase qui, toute ma vie, va me hanter, tu sais. Sans le nommer, là, il y a un jour, il y a quelqu'un, un criminel, qui dit, tu te lèves à 7 heures le matin, tu fais déjeuner tes 2 flots, t'embarques sur le pont, t'es pogné 1h30 dans le trafic, et tu t'en vas conduire les petits, et tu t'en vas travailler, tu causes ton heure de dîner, faut te faire une commission parce que t'as pas le temps, tu finis de travailler, tu vas chercher tes flots, t'es repogné une autre heure dans le trafic avant d'arriver chez vous. C'est qui le câble là-dedans? Hein? C'est-tu moi? Ben non, c'est eux autres. Puis tu vas donner la moitié de tout ce que tu gagnes au gouvernement, puis ils vont te dépenser n'importe comment. C'est un argument facile, tu vas dire. Mais il y a des gens mais il y a des gens qui pensent ça pour le vrai. Oui, il y a des gens... je pense que dans le crime organisé, il y en a une majorité qui voit ça comme ça pour de vrai. Absolument. Au printemps 2001, la première rafle, la grande rafle anti-moteur, ça avait été mentionné, ça. Puis le gars, il disait sous écoute électronique, c'est qui le cave? C'est ça. C'est qui le cave? Ben écoute, la scène finale de Goodfellas. Quand il est plus un bandit, quand il est maintenant il vit, je sais pas trop quoi, en Virginie, dans une petite crise de ville, là, à cause du Witness Protection Program. Système de protection. Le matin, puis il va chercher son journal, puis il dit I'm a schmuck like everybody else. Ben, c'est ça. Puis il est complètement déprimé de ça, là. I'm a schmuck like everybody else. Salut, c'est Charles Tran du balado En 5 minutes. Vous voulez savoir pourquoi les hommes portaient la perruque à l'époque des rois? Pourquoi la mer est salée et pas les lacs? À quoi rêvent les chats? Vous voulez connaître l'histoire du tourisme, de la cocaïne ou des brosses à dents? La 5e saison du balado En 5 minutes répond à toutes ces questions et des dizaines d'autres. Le tout en 5 minutes, tous les jours. Disponible sur cube.ca ou les autres plateformes de balado. La série Balado en 5 minutes est récipiendaire de la meilleure série francophone au Canadian Podcast Awards de 2020, en plus d'une nomination dans la même catégorie en 2019. Elle a également été nommée au Canadian Online Publishing Awards en 2020. Mais tu sais, par exemple, dans ton documentaire La Preuve, on en parlait, Richard et moi, il y a 2 elles qui sont là-dedans, dans ce documentaire-là. Richard et moi, on les trouve vraiment sympathiques. C'est quasiment des gars avec qui tu aurais le goût de prendre une bière. Si tu fais complètement impression du fait que c'est des bandits, mais ce sont des criminels endurcis, mais le gars est super sympathique, il te parle de sa femme, il te parle de ses enfants, il te parle de... Et toute sa défense se tient. Ouais. Mais c'est un criminel, c'est un salaud. La POC à Félix. J'ai hâte que Félix réponde avec sa POC. En fait, dans la série, dans La Preuve, c'est pas moi qui ai fait les entrevues avec les 2 Hells Angels parce qu'ils ne voulaient pas. Et si moi j'avais fait les entrevues, les questions auraient été un peu différentes. C'est la productrice Isabelle Ouimet qui a fait les entrevues. Puis la réalité, c'est que parlant de morale, puis de dilemme, tu sais, moi j'en ai eu des gros en faisant ça, tu sais, en faisant La Preuve. Oui. Avec les Hells Angels là qui sont arrivés parce que c'est une patente qui était un peu difficile à prendre, Shark, sans en sortir, en n'ayant pas l'air, ou en ayant l'air, ça dépend du point de vue où on se trouve, là, de prendre un parti, de prendre position. Tu sais. Ben, je vais te dire que, puisqu'on en parle, c'est un documentaire que j'ai vu 2 fois plutôt qu'une. Okay. Je t'ai trouvé pas pire parce que j'ai trouvé dans le documentaire que souvent tu prenais le temps de ramener l'autre côté de la médaille. Mais à la Félix Séguin, Félix Séguin, il fait ça, il ramène le côté de la médaille, il ramène, puis à un moment donné, il donne la claque, là, tu sais, pouf, pas que tu t'attends pas, là, mais ça, au moins, je l'ai vu, tu sais. Quant au reste, là, tu sais, c'est le coup-l'œil de la défense, là, tu sais, c'est imbuvable, cette affaire-là. Là, l'affaire de... Puis, tu sais, je pense que tu mets le doigt sur l'angle mort de la série. C'est la question que la défense a une place incroyable dans cette série-là, que la couronne ne voulait pas occuper.
Avec raison, d'ailleurs. Avec raison, pas d'accord avec ça. toi. Ben, écoute, il y a du monde qui poursuit le gouvernement là-dedans. C'est pas fini, là, tu sais. Écoute, moi, il y a du monde qui poursuit le gouvernement là-dedans, dans des sentences, mais sûr, il y a personne au DPCP, puis tu sais, je les ai appelés, là, tu sais. Ah oui, ils voulaient veux pas dire, témoigner. 140 fois, là, ou 240 fois, là, tu sais. J'ai appelé au ministère de la Justice, tu sais, j'étais rendu, là. Tu penses pas, Luc, que quelqu'un, tu sais, l'organe qui offre un service de poursuite à l'État ne viendrait pas minimalement justifier la nécessité, la tenue, le comportement de ces avocats, puis pourquoi ça chie, tu sais. Moi, ça me rentre pas dans la tête, puis c'est pour ça que je dis à un moment donné dans la série, ça, des fois, c'est, je trouve, quand le système se referme puis il se protège. Oui. Là, il y a personne qui veut répondre. Ben moi, si j'étais là dans les souliers de Félix Séguin ou quelqu'un qui fait sa job, je serais jaloux des auteurs de fiction parce que toi, quand tu fais un documentaire, ben si la personne peut pas te parler en caméra, ben tu peux pas l'inventer. Tu sais, tandis que toi, tu peux l'inventer, là, tu sais, t'arrives, c'est de la fiction. Moi, là, je trouve que t'inventes pas tant que ça. Bon, ça, c'est la phrase clé, c'est la phrase clé du balado. C'est pas vrai. Dans le documentaire, tu peux pas parler de choses qui existent pas, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, tu fais un documentaire parce qu'il s'est passé des affaires. Puis tu sais, des crimes, là, c'est impossible de refaire un crime à l'envers. Tu peux pas défaire ce que t'as fait. Mais t'es tributaire des gens qui veulent bien témoigner devant la caméra. Tu sais. Ouais, mais s'ils veulent pas, il y a d'autres moyens de le faire, là. Tu sais, je veux dire, quand tu as fait du documentaire, tu le sais, là, tu sais, je veux dire, si l'État veut pas te parler, il va voir la défense, ça va te parler. Puis je parle pas de Shark, là, je parle pas de la preuve. Mais tu sais, mais je le sais, moi, j'ai obtenu les documents que tu peux pas obtenir parce que c'est les avocats de la défense qui l'avaient. Mais tu posais la question pour répondre à Richard sur, tu sais, est-ce que je suis jaloux de la posture de Luc avec, tu sais, la fiction, tout ça. Je trouve que là-dedans, il y a comme une chaîne alimentaire de jalousie. La police est jalouse des journalistes parce que les journalistes ont pas la même règle de preuve, tu sais, que la police. Le journaliste est jaloux du scénariste puis du réalisateur parce qu'ils disent, maudit, j'aimerais ça raconter cette histoire-là comme ça. Je peux pas. Puis c'est assez intéressant. On va changer les noms, puis on va en raconter. C'est assez intéressant quand même. D'ailleurs, je suis passé, à un moment donné, je me suis fait une feuille de notes et je suis passé à travers les affaires que je pensais savoir, puis avec laquelle j'avais assez d'éléments de corroboration pour me dire que c'était vraiment arrivé et que je ne pouvais pas dire. Et la liste était longue comment, Félix? Puis, tu sais, je me suis dit, si tu veux mettre fin à ta carrière, là, tu sais, sors tout ça, là, ça va arriver. Tu vas être out pour la vie. Puis ta propre vie va peut-être être aussi out aussi. Tu sais, donc, effectivement, le nombre d'affaires qu'on peut pas dire, là-dessus, t'as raison, c'est débile. Tu sais, en fait, la majorité de ce qu'on sait, on peut pas le dire. Justement, à cet effet-là, est-ce qu'il n'y a pas un danger à un moment donné où... Je vais faire attention comment je dis ça, moi, là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à un moment donné où une surjournalistique qui confierait des affaires à un journaliste, puis toi, là, t'es témoin de ça, je parle pas juste de toi, je parle des journalistes de Jean Brière, tu sais. Est-ce que Jean Brière pourrait, mettons... Il y a quelqu'un qui vient le voir, puis là, Jean Brière se dit, bon, ben, la personne qui me décrit tel crime, là, qui est en train de ma source, là, elle est en train, d'elle aussi, de poser un geste criminel en faisant ça, là. Au niveau de l'éthique, on s'arrange quand même, ça, là. Je trouve, avec beaucoup de respect, que tu pars un mauvais débat. Parce que, si tu sers l'intérêt public, si ce que tu as devant toi est dans l'intérêt public suprême, et que la personne qui te l'a donné s'est rendue coupable d'une infraction criminelle, quelle qu'elle soit, pourquoi le journaliste serait tenu absolument de considérer l'obtention de ces documents-là par rapport à la manière dont la source les a obtenus? C'est pas un considérant. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est pas un considérant. Journalistiquement, je trouve que c'est un débat que moi, je peux trancher facilement. L'intérêt public est plus important. Donc, après on m'a posé la question, tu viens d'y répondre, là, si tu le conçois comme parce ça. Que la question, la question, c'est que toi, tu mets ça en adéquation avec l'éthique. Tu sais, est-ce que c'est éthique
compte tenu qu'une personne, une source te donne quelque chose qui peut l'avoir obtenu légalement ou il peut avoir commis X ou Y Richard patente est en te le accusé donnant. d'un meurtre. Ouais. Je viens voir Félix Séguin, puis je dis, mon cher Félix, on a bu 2 bonnes bouteilles de Meursault, là, puis là, je te dis, Félix, ça fait longtemps que t'écris sur le meurtre que Richard a fait pour lequel il a été accusé, là. Moi qui l'ai fait. C'est pas lui. Tu fais que ça. Bon, essayer de le vérifier. Si tu me le dis comme ça, si tu m'amènes, par exemple, si tu dis, garde, tiens, mon Félix, ça, là, évidemment, tu feras jamais ça parce que tu te rendras pas coupable de ça devant moi. Mais si tu me dis, tiens, ça, là, photo, rapport, écoute, te le prouve, c'est moi. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Ben, je veux dire, idéalement, là, c'est un peu, là, c'était ma source. Puis là, tu me promets de me dire d'autres, tu sais, t'as d'autres choses, puis j'ai quelque chose d'autre aussi en jeu qui s'en vient. Il y a une balance là-dedans. Je peux pas trahir une source non plus. Mais si quelqu'un commet un meurtre, puis moi, je sais que c'est un meurtre qui est non élucidé, puis j'ai des informations pour le confirmer, idéalement, je vais te dire, s'il te plaît, j'aimerais ça que tu m'en parles pas de ça. Ah oui? Tu sais, parce que je veux pas être dans une situation où, puis ça m'est arrivé avec Scopa, une situation où j'ai demandé de ne pas me parler d'un meurtre. Parce que j'ai été pris dans un dilemme éthique sans nom. Parce que d'un côté, la SQ m'essayait parce qu'elle m'avait en filature avec Scopa. OK? Donc, moi, j'étais pris en ville en filature avec. Moi, j'avais des bonnes sources à SQ aussi qui m'informaient sur ce qui se passait dans le monde interlope. Là, à un moment donné, ils réalisent que je parle à Andrew Scopa. Puis là, ce qu'ils disent, c'est « Ah, le tabarnak! » Il nous joue dans le dos, il répète ce qu'on... Fait que moi, il fallait que je fasse une preuve de bonne mœurs, là, ou presque, puis de bon caractère aussi, puis c'est normal, en prouvant à la SQ que j'allais pas répéter des trucs qu'ils me donnaient sur le crime organisé, et inversement, à la source, que j'allais pas répéter à la police des affaires qu'elle pouvait c'est comme un sur le monde. espion. C'est comme un espion qui est agent double. Parce qu'un journaliste... Ça, je dirais que c'est pas simple. Un journaliste pas simple. Super intéressant, je viens de faire la moitié d'une année, là. C'est pas simple. Non, mais là, Mais moi, je veux savoir, parce que, Luc, tu viens de dire à Félix, c'est bien parce que tu me donnes une demi-année d'écriture pour District 31. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, ton Brière, là, ton journaliste dans District 31, il est inspiré de qui? Est-ce que il y a un petit peu... mienne, d'ailleurs, parce que moi, ça fait trop de personnes qui me posent cette question-là. Est-ce que c'est toi? C'est un phénomène assez normal quand tu écris une série comme ça, puis il y a des personnages qui marchent bien, il y a toujours des gens qui s'identifient beaucoup aux personnages. Ah, ça c'est moi, ça c'est mon histoire, ça c'est moi. Là. Il n'est pas inspiré de personne, tu sais. Mon personnage, moi, c'était une star. Je voulais avoir une star de l'information. Tu sais, moi, la star, la nouvelle, c'est à lui. C'est pas la nouvelle, on s'en fout. C'est Jean Brière qui arrive le soir à 6h15, fait son topo, il écrit dans le journal. C'était ça, tu sais. Puis après ça, ben là, je fais prendre toutes sortes d'affaires, puis je fais faire toutes sortes d'affaires qui viennent d'un, puis de l'autre, puis de l'autre. Donc c'est pas compter pas, ça, pas Félix, peut-être mais que c'est dans pas un Félix. an, je vais dire, ouais, Félix Séguin m'avait raconté ça, j'ai fait une émission radio, puis je l'ai fait mais pendant... tu vois, Luc, c'est pas moi, hein, qui... Moi, je te pose la question, pas parce que moi, je m'identifie à ce personnage-là. J'ai... Dans les affaires sur lesquelles j'ai pas beaucoup de temps à perdre, c'est de regarder si... Quelqu'un, j'en ai plein bottines, mais c'est les gens qui c'est très drôle, ça. Je suis sûr que c'est toi. Je suis sûr que c'est toi. Tu sais, ça se peut. Ce qu'on fait, ça se peut pas, là. Tu sais, un journaliste qui débarque dans un poste de quartier comme ça, il se ferait mettre dehors. Mais la fille de la DPCP qui débarque dans le poste de police, ça se fait pas non plus. Non. C'est pour ça qu'il y a un policier assez connu qui avait dit à un cinéaste aussi assez connu qui avait dit ça marche pas la Sierra Dion parce que la fille du DPCP elle débarque toujours au bureau, puis le cinéaste Denis Arcand m'a dit Luc, comment ça fait que la fille du DPCP elle débarque toujours dans le bureau de la police? J'avais dit parce qu'on n'a pas d'argent pour s'acheter un building pour faire un décor. C'est correct. Fait qu'on n'ira pas dans son bureau à elle, on va venir dans le bureau. Quand tu dis, là, there's no good way out, là, sur l'éthique, là, parce que, tu sais, l'éthique, là, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir, là, tu sais, surtout un journaliste, là, c'est ça qui est frustrant, un journaliste, c'est
t'es tout le temps dans le gris, là. Puis il faut que tu vives avec ces ambiguïtés-là, là. Tu peux jamais dormir le soir en disant, ça c'était noir, ça c'était blanc, tu fais chier à peu près tout le monde, tu sais. C'est bien résumé. Fait que, tu sais, faut que tu vives avec le fait qu'une partie des gens t'aimeront pas, qu'une autre va avoir beaucoup d'intérêt à laisser aller, tu sais, des rumeurs te concernant, que l'autre va... Tu sais, puis surtout quand tu fais du journaliste d'enquête, puis quand tu t'approches des fois du politique, entre autres, tu sais, je veux dire, c'est un peu toxique tout ça, là. Tu sais, d'une situation où tu mets à mal par ton produit, mais sans le vouloir, parce que tu as fait tes vérifications, puis tout ça, la vie, la réputation, tu sais, de certaines personnes. Surtout, en plus, c'est des gens qui peuvent se servir de toi pour régler des comptes. Oui, mais ça, c'est un but. Ça, c'est le fameux but. Tu dois avoir toujours peur d'être manipulé. C'est le but, ça, c'est le but oblique, ça. Ça, je le dis souvent, c'est le fameux but oblique. C'est pas de moi, ça, c'est d'Alain Gravel. La personne qui te parle prend pour acquis, d'habitude, qu'elle veut te manipuler. Ouais. Si elle veut te manipuler avec une information qui est d'intérêt public puis que tu as réussi à valider, toi, le fait qu'elle veuille te manipuler, comprends-tu? Tu peux pas changer l'hommerie, tu sais, où il y a de l'homme. Alors, il faut que tu considères que la personne essaie de connaître son but là-dedans, de savoir c'est qu'elle s'en va. Fait que des fois, c'est gros de même, tu sais, puis des fois, il faut que tu cherches un peu plus. Mais il reste qu'une information qu'elle te passe qui est d'intérêt public, c'est ça. Mais à un moment donné, on en a parlé, Félix et moi, Scopa. Tu sais, le gars, il a pas confiance en personne autour de lui. C'est un milieu, tu peux pas faire confiance aux gens, là. Puis là, lui, quand il avait besoin de ventiler puis de parler de ses problèmes de couple, puis de ses problèmes de vie, il appelait Félix. Puis il dit, j'ai quelque chose à te dire. Félix, il partait de chez eux, tabarnouche, il allait le rejoindre à l'autre bout. Le gars, c'est rien parce qu'il avait besoin de jaser avec quelqu'un. Félix était quasiment rendu son psy, esprit, tu sais. Ça, c'est drôle en maudit, ça. Drôle de passe dans ma vie, ça. C'est drôle d'époque. Des fois, tu passais 2 heures avec lui et tu n'avais rien. Là, il voulait rien que te jaser. Non, mais la majorité de ces rencontres-là ont été totalement improductives sur le plan journalistique. Totalement. Mais il fallait que tu gagnes sa confiance. Oui, mais à travers ça, si tu le regardes, oui, il fallait que je gagne sa confiance, mais en rétrospective, c'était pas inutile. Même stratégiquement, c'était pas inutile, on s'entend. Mais c'est pas inutile non plus parce que là, tu connais pas le criminel, tu connais le personnage. Mais est-ce que tu as dû dire... C'est problème de couple, ça. C'est super important de savoir ça. C'est super important de savoir où il est dans sa tête. Est-ce que tu as dû y dire à un moment donné, « Hey, je suis pas ton chum. » Pas ton ami. J'ai pas... non. Mais il t'avait donné à un moment donné des vêtements pour ton bébé. Ah oui, ça c'était des vêtements de bébé. Ça, là, tu mettrais ça dans un scénario, Luc, les gens diraient t'exagères. C'est à Sainte-Justine. Mais lui, il l'a vécu. Ma femme accouche de ma plus jeune. On est en 2015. Puis là, j'y avais dit quelques semaines avant, j'ai dit, on se verra pas pendant un petit bout de temps parce que, ma femme va accoucher. Fait que je suis à Sainte-Justine. Ça sonne. Hey, it's me. Il dit, where are you? Je suis à l'hôpital. Un des boss de la mafia. Ouais, c'était Andrew Scopa qui m'appelait. Il dit, please get down, huh? I'm in the lobby, I got something for you. Là, j'arrive. À l'hôpital. Il dit, viens. Il dit, où son coffre? Il est stationné en face de Sainte-Justine. Il y a à peu près pour 1000 piastres de pyjama, petit bateau, là. C'est des pyjamas qui valent, tu sais, la peau des fesses, là. Puis là, il me donne un sac, tu sais. Non, moi, je suis là. Je dis, qu'est-ce que je... Non, mais je peux, tu sais. Puis là, je dis à ma blonde, parce que je me sentais, tu sais, pas bien. Tu sais, je dis, regarde, je dis, là, on a un problème. Je dis, il vient de nous donner ces pyjamas-là. Je dis, moi, éthiquement, je peux pas prendre ça pantoute. Puis elle dit, oui, mais ça, c'est des petits bateaux. Je dis, je m'en fous, c'est des petits bateaux. On peut pas les prendre. On reconnaît les femmes, quand même, hein? Puis finalement, on s'est comme arrangé, là, on a comme, tu sais, remis ça aux filles qui étaient enceintes au bureau. Puis, tu sais, moi, je voulais pas avoir... c'est pas vrai que ma fille va être dans un pyjama, là, tu sais, qui a été acheté par quelqu'un dont la job, c'est entre autres de tuer du monde. Ça marchait pas. On dirait que je suis pas capable d'aller là, tu sais. Ouais. Alors, il y a les pots de vin dans la vie, puis il y a les pots de pyjama. Les pots de pyjama, oui. C'est corrompre les bébés dès la naissance. Tu vois ça, là, tu vois ça dans... T'écris ça dans un truc de fiction, les gens vont dire « Hey! » Ouais. Non. Les gens, Non, la fiction, c'est le contraire, Richard. C'est ça qui est inquiétant. Le monde, il gobe tout ce que tu leur dis. Tout est vrai, là. Non, je vous jure, là. Puis
Le meilleur exemple de ça, c'est le commandant de police qui tue quelqu'un. Tu viens de le dire toi-même, ça n'a aucun sens. Ça arriverait jamais dans la vie. Pourtant, les gens l'ont tous gobé, puis on voulait tous savoir. Tu sais, quand ils enlèvent leur cagoule à la fin, on a tous fait comme « Oh my God! » Mais on le sait très bien que dans la vie, ça pourrait pas arriver, là. C'est la complémentarité entre moi et Fabienne Larouche, tu sais. OK, là, je vais te poser une question. Attends, mais je veux savoir... il vient de dire quelque chose de super important. C'est la complémentarité entre toi et Fabienne. C'est-à-dire que toi, Fabienne, elle te pousse à mettre plus d'affaires comme ça? Fallait ou c'est donc, quoi, ça se peut pas. Fallait. Mettons que ça se peut, là. Fallait, c'est bon. Ça se peut pas. Puis là, à un moment donné, Fabienne étant Fabienne, dit, correct, à chaque mois, plus mal le faire. C'est comme ça que ça se règle. C'est bon, j'adore ça. OK, le gros mot, le mot en R, responsabilité. Est-ce que tu te sens... Tu sais, par exemple, là, les gens sont très cyniques, ces politiciens. Ouais. La police sont toutes corrompus, puis tout ça. Ouais. Tu dis, si je monte un commandant qui tue quelqu'un, ça fait rien qu'alimenter le cynisme. Alors que moi, je sais que ça se peut pas dans la vraie vie. Mais en même temps, au point de vue scénaristique, c'est écœurant, c'est super bon. Est-ce que tu sens une responsabilité sociale comme auteur? Ou ta seule responsabilité, c'est de raconter une bonne histoire? La grande responsabilité, là, c'est pendant une demi-heure, de faire oublier les problèmes du monde, de 7h à 7h30. Ça, c'est une de mes grandes responsabilités. Aussi, de faire vendre la bière du cotonnel des chars, les annonces, tout ça. Ça, c'est ma responsabilité. Le reste, là, je mens. Hey, comme Guy Lepage, je m'en calisse. Oui, d'ailleurs, j'ai dit à Guilla, c'est pas nouveau ton affaire. J'avais déjà un chandail comme ça que je me suis fait faire il y a quelques mois. Je ne m'empêche pas de rien écrire. J'écris tout ce que je veux écrire, peu importe. Je sais que ça va crier. Je l'écris pareil. Ça me dérange pas. Ils peuvent crier. Je lis pour moi. J'ai pas de Twitter. Puis je sais pas comment ça marche. Je connais pas ça. J'ai une page Facebook. Puis je pose jamais rien. Puis parce que les gens disent ça me touche pas du tout. Je sais qu'il y en a qui ça les choque là, tu sais, mais des crimes religieux, ça existe. Puis je m'empêcherai pas de parler de crimes religieux parce que je vais faire de la peine à 3-4 personnes. Puis mais les crimes d'honneur, t'avais fait ça à un moment donné dans un de tes épisodes. C'était une jeune femme musulmane, puis son frère ourdissait un crime odieux contre elle. Puis il y a des gens qui te reprochaient en disant « Oh mon Dieu, vous parlez en mal des musulmans. » Non, je parle en mal de ces gens-là qui ont commis ce crime-là. Mais tu peux pas non plus faire une série qui se passe au Québec et que ce soit juste des Blancs qui commettent des crimes, là, ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça. Puis quand ça arrive, je leur dis, là, madame, c'est du monde qui existe pas. Il existe pas, ce monde-là, là. Tu sais, toute ma vie, je la raconte souvent, cette histoire-là. J'étais à l'aéroport, à l'aéroport Trudeau. Puis j'étais avec un couple d'amis, on s'en va en voyage, 2 couples. Avant la pandémie, évidemment. Ouais. Et là, j'entends Monsieur Luc Dionne est demandé au comptoir d'Air Canada. Là, j'ai perdu mon passeport, je sais pas quoi, je m'en vais au comptoir d'Air Canada. Elle dit, c'est bien vous, hein? Elle dit, je voudrais savoir. Elle dit, Monsieur Dionne, excusez-moi, je veux vraiment savoir. Est-ce que Nadine est morte pour le vrai? Je vous jure que c'est vrai, là, ce que je vous dis là. Je te crois. Puis j'avais dit, madame, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, Nadine. Quand elle finissait de tourner à 7h30, elle s'en allait chez elle. Puis son chum dans la série... Là, on salue Magali Lépine-Blondeau ici. Il est marié, il a 3 enfants. Il n'existe pas ce monde-là. Là, il est marié, il a 3 enfants, puis il n'est pas marié avec elle. Oui, c'est ça. Il n'est pas marié avec elle. C'est très drôle. C'est ça. J'ai une question pour toi. Tu disais, moi, ma responsabilité, c'est de divertir les gens. Puis tu es tout à fait d'accord, complètement d'accord avec toi. Mais là, ces temps-ci, on demande beaucoup aux auteurs d'être responsables. Faites attention quand vous parlez de minorité. Puis tout ça. Bon, dans Fugueuse, le pimp est blanc. Damien. Les pimps, en général, sont noirs à Montréal. Il y en a beaucoup. Est-ce que tu sais, il y en a beaucoup. Je suis pas d'accord avec toi, moi. Est-ce que tu trouves que, tu sais, souvent, à un moment donné, dans le Journal de Montréal, récemment, il y avait comme des photos de plein de proxénètes, puis tu sais, comme un... Tu sais, je dis pas que toutes les noirs sont des proxénètes, c'est pas ça que je dis. Bon. Non, mais il y a des réseaux opérés par la criminalité. Non, mais tu sais, il y a la mafia russe, il y a la mafia chinoise, il y a la mafia, les gangs de rue, des fois, c'est des noirs, les L, c'est des blancs, etc. Est-ce que tu dirais, toi, mettons, mon pimp, je le mettrais pas noir parce que ça va
Faire un amalgame. Ça va faire un amalgame, puis les gens vont dire... Parce que moi, en regardant Fugueuse, je dis, OK, ils ont fait vraiment une curve, ils ont vraiment fait attention pour que le pimp soit pas noir. Mais moi, écoute bien, la dernière personne que je vais censurer dans ma vie, c'est moi, là. Je penserais pas à m'empêcher d'écrire ce que moi je veux écrire. Puis je me dis, là, tu me parles d'un proxénète, là, c'est une autre affaire, là, mais tu sais, je l'ai fait longtemps. J'ai écrit sur la mafia italienne, puis il y a des Italiens qui m'écrivaient pour me dire vous considérez que les Italiens, c'est tous des mafieux. Je me dis ça, là. Non. Ça s'appelle la mafia italienne. Je mettrais toujours bien pas des Asiatiques là-dedans, là. Ça s'appelle Bill Wong, il peut pas être made guy dans Mafia, là. Ça se peut pas, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les triades asiatiques, c'est la même affaire, là. Tu mets pas un Canadien français d'une triade asiatique. C'est ceux qui fassent là. Ils parlent tout chinois, je sais pas quoi, là, tu sais. À un moment donné, il faut arrêter de capoter. La réalité, c'est la réalité, là. Puis il faut pas nourrir ça, tu sais. Quand je te dis que ça m'intéresse pas puis je veux pas en parler, c'est que je veux pas nourrir la bête. Je veux pas continuer des conversations qui se font à sens unique. Tu sais, à un moment donné, c'est pas vrai que les proxénétistes, c'est des noirs. Il y en a des blancs. Oui, il y en a des blancs, mais il y en a des noirs. Oui, mais il y en a aussi des blancs. Je veux oui, mais il y en même a pas aussi des noirs. rentrer dans la discussion. On fait ça jusqu'à quand, là, tu sais, à un moment donné, c'est ça, fait que je veux pas nourrir ça. Puis, tu sais, je te jure, là, je fais attention, puis des fois, je fais attention à ce que je dis. Pas pour la censure, parce que je le sais que je vais me faire appeler, puis ça me tente pas de me faire appeler, parce que j'ai pas le temps de me faire appeler. J'ai pas le temps. Puis à un moment donné, la dernière affaire que je vais faire dans ma vie, je vais me payer à la traite. Je vais dire ce que j'ai à dire, puis ça va sortir comme ça va sortir. Puis ceux qui seront pas contents, ils seront pas contents. Toi, au moins, Félix, tu peux te dire c'est la réalité. Tu montres ce qui est vrai. Moi, je suis dans une position très enviable, là, tu sais, pour ça, parce que moi, je rapporte sur quelque chose qui existe. Si la personne qui a commis le crime est noire, jaune, toutes les couleurs, et la couleur qu'elle a commis le crime. Non, puis ton journal aujourd'hui, il est imprimé en couleur, un magasin. Dans le temps, noir et blanc, je me disais peut-être qu'elle est en couleur. Très drôle. C'est pas Hey, les amis, on peut pas se quitter sans parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, donc je vais oui qu'on peut. Non, qu'on peut pas. Alors, on se le cachera pas. Aujourd'hui, on enregistre le balado, on est le 21 mai, et écoute, une demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'on commence, avant que vous arriviez pour manger du petit poulet, il y a une grosse nouvelle qui est tombée, quelqu'un qui est très connu dans le milieu artistique, c'est le producteur de Tout le monde en parle, Luc Wiseman, qui est un mandat d'arrestation contre lui, des allégations, des accusations même très, très graves. Fait que sans parler de ce cas-là en particulier, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la présomption d'innocence au cours des 5 dernières années? Avant, là, quand il y avait des accusations contre lui, les journalistes, on faisait super attention. On mettait ça au conditionnel, puis on disait aurait, puis serait, puis il aurait fait telle affaire. Maintenant, c'est l'accusation tombe à 10 heures, puis à 10h01 sur les médias sociaux, le gars, il est trouvé coupable, il a eu sa sentence, puis il est condamné à vie. Et Félix, il y a même des gens qui disent, j'ai parlé à des gens qui disent, tant qu'il n'y a pas des accusations formelles et même des condamnations, on ne devrait même pas identifier la personne. Écoute. On ne devrait même pas l'identifier. Tu l'identifies s'il est considéré comme s'il est condamné. Comme vous dites, là, c'est sur 2 tableaux, là. Sophie, c'est sur la présomption d'innocence qui n'est pas respectée sur les réseaux sociaux. Je trouve ça effrayant, mais même parfois dans les médias. En tout cas, pour la portion des médias sociaux, tu as raison, c'est un cirque ou un égout à ciel ouvert, appelle ça comme tu veux. Puis les gens, la majorité des gens ne connaissent pas le système judiciaire, fait qu'ils font leur procès comme ça leur dit, sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est maintenant, tu sais, de la rapidité avec laquelle ça sort Blamont, les fameux all news, tu sais, là, Blamont, les nouvelles en continu, tu sais, quand ça sort, faut vite en faire du sens. Puis, pour le reste, moi, je me dis que la justice est publique. Les chefs d'accusation, tu sais, moi, j'étais en onde avant d'arriver là à notre balado, là, en train de décliner les chefs d'accusation qui avaient été portés dans une cour de justice contre le producteur Luc Wiseman. Je les répète. Et ça, c'est ta job. Il est accusé d'agression sexuelle, d'attouchement sexuel, de production de matériel pornographique juvénile, de distribution de matériel pornographique juvénile, puis de voies de fait. Ça, c'est ce qui s'est passé devant un juge.
Après ça, I don't give a damn. Mais tu as raison de rappeler, la justice est transparente, la justice est publique, et partie justement de ce système de justice, c'est qu'il faut que ce soit publicisé. Donc, toi, ta job... Elle s'arrête là. C'est ça. Ma job, elle s'arrête là. Après ça, le reste, tu sais, moi, j'aimerais bien ça, prendre toute la responsabilité des fêlés, tu sais, sur mes épaules qui disent n'importe quoi sur n'importe qui. Mais ça t'appartient pas. Ça va aller. Je passe un tour pour eux autres, tu sais. Mais Luc, cette présomption d'innocence-là, quand même, a pris le bord depuis quelques années. Avant, on prenait pas pour acquis, tu sais, quand quelqu'un était accusé, que ce soit Gilbert Rozon ou que ce soit d'autres, tu sais, je veux dire, depuis les dernières années, t'es accusé de quelque chose, la majorité des gens dans la population pensent, ah, ben là, s'il est accusé, c'est parce qu'il l'a fait. C'est un salaud, c'est un ci, puis c'est un ça. Si c'était ça, ce serait un moindre mal. Mais le moindre mal, il est pas là. C'est qu'il y a des décideurs qui entendent ça puis qui prennent des décisions. Et ça, c'est grave. Parce que là, il y a des gens qui subissent des préjudices. D'un côté comme de l'autre. À l'époque de la Révolution française, M. Guillotine a inventé un instrument pour régler beaucoup de problèmes à Paris. Monsieur Guillotin, si je peux me permettre. Oui, il s'appelait Guillotin, puis il a créé la guillotine. Il a créé la guillotine. Ouais, en tout cas, voilà. Il amenait le monde, puis il occupait leur tête pour une rumeur. Et aujourd'hui, ça s'appelle Monsieur Facebook. Tout ce qui s'appelle les réseaux sociaux, puis tout ça, j'appelle ça, c'est la petite créance des 100 micros. Wow. Petite créance. Tu donnes l'occasion à quelqu'un de presque insignifiant dans sa vie. Il y a des gens qui ont des vies insignifiantes. Ils vivent, ils existent. Ils respirent. Puis là, ils partent sur une track, puis... Il y a un monsieur, justement, là, dont le profil Facebook, tu sais, une licorne, un cheval, un masque, un sac à vidange, tu sais, tout ça. Puis il m'envoie un message privé sur Facebook, puis il me dit, toi, mon séguin à marde, m'a allé brûler ton char, mon gros, puis je connais où tu restes, m'a tué ta famille. OK, sympathique. Puis là, j'ai dit, pourquoi? Il répond, il dit, parce que t'es un esti de vendu de merdia, puis t'es un gros ci, puis t'es un gros sale, puis je vais te tuer. Ben, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, je vais faire une affaire avec vous. J'ai dit, là, vous venez de faire des menaces claires. Là, je viens de cliquer sur votre profil, là. Vous êtes électromécanicien dans une grande entreprise de Montréal. Probablement, vous gagnez très bien votre vie. J'ai dit, là, je peux faire 2 choses. J'écris, là. J'ai dit, là, ce que je peux faire, là, dans 5 minutes, je peux appeler la police. Elle va vous embarquer. Vous avez écrit ça, donc c'est des menaces concrètes. Vous allez être accusé. Il y a de bonnes chances que vous allez être reconnu coupable. Vous allez avoir un dossier judiciaire. Ça va vous prendre des années avant que vous ayez l'absolution. Fuck vos vacances à Old Orchard. Et le gars, il dit, je m'en calisse. Il continue. Il dit, ouais, puis c'est ça, puis je vais brûler d'autres patentes, puis tout ça. Je lui ai dit ce qui allait se passer avec sa vie. J'ai dit qu'elle allait se retrouver devant le tribunal si je levais le petit doigt. Il a continué. Puis t'as-tu levé le petit doigt? C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Oui, le punch, Félix! Ben oui. Ah ouais. Écoute, j'ai fait une mise en garde, comme on fait une mise en garde d'un accusé dans le cubicule. Attention, ce que tu vas dire va pouvoir m'en servir contre toi devant le tribunal. Félix, il y a une autre réalité aussi, tu sais, que... Parce que je trouve aussi que tout ça, c'est hyper amplifié. OK? Je vais vous donner un exemple bien concret, là. Les gros soirs, là, quand ça roule à la peine, puis que l'action est bonne dans le district 31, là, il y a peut-être 1000 personnes qui écrivent sur la page Facebook. 1000 commentaires. Ouais. OK? Sur la page Facebook. Un soir. Puis des fois, il y a des gens qui sont pas contents, puis ils disent des niaiseries, puis... À un moment donné, je disais à ma blonde, elle vient de tout ce milieu-là, de l'informatique, de Silicon Valley, fait que c'est des affaires qu'elle connaît, là, tu sais, puis elle a une maîtrise en commerce électronique, fait que les affaires d'ordinateur, elle connaît ça. Ouais, puis là, elle me dit tout le temps, elle fait attention, puis elle disait pas ça, puis à un moment donné, elle se met à lire ça, puis on se met à parler de ça, puis j'ai dit, Annie, 1 800 000 téléspectateurs. Il y a 1000 personnes qui écrivent, je l'ai calculé, j'ai fait... la moyenne, je pense que ça donne 0,00006 pour 10 000. Une affaire comme ça.
J'ai dit, c'est rien, là. C'est même pas 1%. C'est 1000 personnes sur 1 800 000. On va-tu se mettre à l'envers pour ça, là? Puis j'ai l'impression que tout le phénomène Facebook, là, c'est hyper amplifié. T'as tout à fait raison. Complètement. Il y a 4 plumés qui disent quelque chose, puis ça se met à jaser de ça partout. Puis t'as totalement raison. Hey, merci beaucoup, les amis. Il y a juste une chose qui m'inquiète, c'est Félix, t'as mangé ton shortcake aux fraises de pique-nique, puis toi, Luc, non, ça te tentait pas de manger du dessert? Je prends ma douche, je me mouille pas les pieds. Faut-tu que j'arrête? Bienvenue dans le club. Écoute, là, ça fait 3 mois. Ça le prenait un sauterne, il n'y avait pas de sauterne. Mais non! Le fromage. Tu vois-tu qu'est-ce que t'es en train de faire? C'était cœur. Là, ça va sortir sur les médias sociaux. Luc Dion est un cheap, il tient pas ses promesses. Sophie, c'est une alcoolique finie, elle boit tous les jours. Non, mais on s'en fout. Sais-tu pourquoi, Luc? Parce que c'est juste 0,001%. C'est exactement. Hey, les amis, merci beaucoup. C'était vraiment cher. Vous avez écouté le balado Devine qui vient luncher avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. Prise de son et réalisation, Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.